C'est tous les jours à partir de 7h. Tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. La 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu. Audi Actu, vous y êtes et nous y sommes, messieurs et dames. Merci de nous rester toujours fidèles et merci également à vous, Théophile, à Dans l'été. Alors, pour être beaucoup plus complet ce matin, vous le savez, depuis hier, oui, la fête mondiale qui tourne autour du cul au rond, le ballon, bien sûr, a démarré hier. Donc, c'est la 21e Coupe du Monde avec une bonne entrée de la Russie, pays hôte en compétition. En match d'ouverture, les Russes de Vladimir Poutine, bien sûr, ont donc largement battu l'Arabie Saoudite 5-0 dans le groupe A. Et ce vendredi, l'Égypte, bien sûr, pays africain logé dans ce groupe, affronte l'Uruguay avec Mohamed Salah annoncé dans le jeu. Et coup d'envoi, c'est tout à l'heure à 12h, temps universel. Et cette journée offre également deux autres rencontres, cette fois dans le groupe B où le Maroc, un pays africain également, joue l'Iran à 15h et à 18h, temps universel, le Portugal croise l'Espagne. Et l'Espagne qui, pour rappel, a un nouveau sélectionneur en la personne de Fernando Hierro. Et voilà donc ce que nous pouvons vous dire concernant le foot puisque vous l'aimez tant. Alors, nous revenons maintenant. Monsieur Jimon Oré, bonjour. Bonjour, mon frère Joachim. Voilà, vous êtes le président national du FPD, Front des Patriotes pour la démocratie. Le FPD maintient-il le flambeau de mobilisation ou bien vous êtes en période d'hibernation? Ça fait sourire. Bon, vous savez, le FPD n'a jamais baissé les bras. Le FPD continue la résistance pacifique en attendant que le bas peuple lui-même ne soit suffisamment impliqué pour faire booster la lutte en ce qui concerne la fin de la dictature au Togo. Oui, mais quand même, on ne vous sent pas sur le terrain. Ça veut dire que c'est une pause stratégique? Mais non, bon, sur les médias, à travers les médias même, vous avez constaté que nous ne sommes pas très présents. Ah oui. Et pourquoi? Oui, c'est stratégique. Voilà, c'est stratégique. Nous ne voulons pas faire du bruit à tout moment de ce que nous faisons. Non, on a tiré des leçons, c'est pour ça qu'on avance en douce. Vous ne savez pas ce que nous faisons parce que nous ne vous avons pas associés. C'est pour cela que vous pensez que nous sommes en période de vacances au niveau du FPD. Pas du tout. Ah oui, pas du tout. Pas du tout. Ah oui, mais quand même, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Et dès lors que toute activité se fait ici et là rapidement, le bas peuple ou bien le monde entier le sait. Bien sûr, nous le faisons. Et vous ne pouvez pas le savoir si c'est des milieux où il n'y a pas de connexion. Nous ne nous intéressons pas seulement au milieu urbain. Et combien d'espace de notre pays est couvert en termes de connexion numérique? Voilà, la réponse est très simple. Le FPD, que répondez-vous à ceux qui estiment ou pensent que c'est un parti rien que pour le Mauritanie dans l'Est mono? Ou bien peut-être c'est un parti à repli identitaire? Non, vous savez, on n'a pas traîné sur des points pareils. Mais, Joachim, oui, tu n'as pas choisi le lieu de ta naissance. Bien sûr. Ni de ton groupe ethnique. Alors, et comment peut-on faire une politique en faisant abstraction de son milieu d'origine? Alors, posez la question au cas d'Agboibo. Posez la même question à M. Gogué par rapport à Tandiouaré. Et pourquoi c'est pour Jimon Oré qui étonne? Alors, je vous ai dit clairement que la lutte, avant d'être nationale, elle est identitaire parce que nous subissons des injustices anormales. Et c'est cette communauté, je ne me suis pas retrouvé en politique par moi-même, mais je suis arrivé en politique parce que ça s'imposait à moi. Et c'est la communauté qui m'a désigné porte-parole contre cette injustice dès le bas âge. Et je me suis enrôlé pour faire entendre cette voix à travers l'Union des forces de changement. Donc vous êtes le porte-voix donc de toute votre communauté? Bien entendu. Dès le bas âge, avez-vous dit? Dès le bas âge. Parce que rapidement, lorsque le mouvement, bien avant même 90, j'ai déjà expliqué des choses. Ce qui se passait dans l'Est mono. Je vous ai dit qu'il y a eu des camps de... On a parlé de camps de Casabois et à Gombio sans parler de camps de Kamina. Des atrocités.
Et j'étais déjà frustré. Vous savez, je vais vous donner un seul exemple, 88. 88, il n'y avait pas encore le 5 octobre 90. Le préfet de l'Ogou à l'époque, c'est un certain Alpha Balo, qui coordonnait tout le Grand Ogou. Et il venait présenter un sous-préfet, donc Esmono était sous-préfecture en ce temps-là, oui. Un sous-préfet à Kamina. Et la population de Kamina s'est mobilisée avec les chants traditionnels, l'Agbadia et tout. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont déversé les soldats pour trouver les tam-tams, fesser les bonnes volontés qui dansaient. On ne comprenait rien. Et Alpha Balo, avec Tchakatanga, de dire que mais pourquoi ces chants et danses alors qu'il y a animation? Pourquoi on n'avait pas formé un groupe choc d'animation pour accueillir les autorités? On accueille les autorités avec des chants archaïques. Voilà, c'était des danses traditionnelles. Et ils ont exposé au soleil tous les fonctionnaires du milieu parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas joué leur rôle en mettant en place un groupe choc à Kamina. Et le directeur de PP de Kamina à l'époque, c'est un certain monsieur Atiteka Mavo, il est en vie, il a été exposé au soleil comme ça, du matin à midi. Et j'étais le major général de l'EPP Kamina. On voulait me fesser, j'ai pris la fuite pour me retrouver dans la bourse. Vous aviez fui? Parce que j'ai refusé d'organiser le groupe choc de l'EPP Kamina. Alors, et je vous dis, il y a des atrocités qu'on a subies au niveau du champ que le chef de l'État Feu Yadema a créé pour faire travailler nos parents comme des maîtres d'œuvre serviles. Et tout ça là, ça a remonté à plus d'un titre. Mais ce ne sont pas des faits révélés à la conférence nationale souveraine. Justement. Pourquoi c'était... Voilà. Comment voulez-vous, lorsqu'un colon représente cette préfecture à la conférence nationale, c'est un Tchakatanga qui a représenté cette zone à la conférence nationale. Et c'est ça qui a vraiment fait mal à la communauté. Justement. Et donc, lorsque j'évoluais, je devais, au finish, relever ce défi-là. Et en 1994, lorsque l'UFC ne prenait pas part aux législatives, c'était le cas. Oui. Et le militant du cas à l'époque, c'était un certain Alagbe Baïdje. Ben, nous avons accepté... Qui fut aussi préfet... Voilà, nous avons accepté le choisi comme porte-parole de la communauté à travers le cas. 6 mois après, il a rejoint il a changé de veste. Et là... Après son élection? Après son élection. Il fait partie des 3 députés. Ah, c'était les députés transhumants à l'époque. Voilà. Et donc, le boulevard a dit aurait de prendre ses responsabilités, malgré son jeune âge. Et jusqu'à ce jour, ça fait mal. Mon parti fait mal à ce régime parce que la zone où ils ont déterminé comme zone de colonisation, ça ne passe pas. Voilà, et voilà, le temps a passé, beaucoup d'eau a coulé sur le pont et finalement, on est dans le processus de réconciliation. Certainement que la communauté y fait du grand S-Mono aurait fait table rase du passé. Alors, nous sommes maintenant dans le mandat social et la préfecture dont vous êtes originaire, l'S-Mono bien sûr, n'est pas du tout en marge de ce mandat. Reconnaissez-vous tout de même que S-Mono d'hier n'est plus S-Mono d'aujourd'hui? C'est la même S-Mono. On ne va pas me parler de l'S-Mono, puisque je vis là-bas. Je vis dans l'S-Mono. Qu'est-ce qu'elle fait dans l'S-Mono? Qu'est-ce qu'elle fait dans l'S-Mono? Il faut commencer. Vous venez de parler de réconciliation. Il ne peut pas avoir de réconciliation tant que ce régime est en place. S'il n'y a pas de transition au cours de laquelle la réconciliation sera organisée, il n'y aura pas de réconciliation. C'est pas parce qu'on impose... Et tout ce qui a été fait là, vous pensez que c'est un travail à volo? Et rien n'a été fait. Non, quand même. Qu'est-ce qui est fait? Depuis la CVG présidée par Monseigneur Bariga jusqu'à aujourd'hui, le H-Kroun? Allez interroger Monseigneur Bariga s'il est satisfait du travail qu'il a fait. Lorsque le chef spirituel de la ville d'Atakpame a écrit une lettre ouverte à la présidente de H-Kroun demandant le départ de Kouloum de la ville d'Atakpame, il a été traité de tous les noms d'oiseaux. Et ce seigneur de guerre est toujours là-bas. À lui, on ajoute Bitenoué dans l'S-Mono pour quadriller la communauté il fait pour des massacres à venir. Alors vous parlez de réconciliation. En tout cas, le chef de l'État a dit plus jamais ça sur la tête de nos aïeux. Ce qui s'était passé en 2005, nous tous nous sommes sûrs que ça ne pourra plus jamais ça, plus jamais ça, c'est les actes. Plus jamais ça, le chef de l'État ne peut pas scier l'arbre sur lequel il est assis.
C'est pour ça qu'il... Mais si le chef de l'État maintient Kouloum à Atakpame, si le chef de l'État envoie un colonel Biténou dans l'Est Mono, c'est plus jamais ça. C'est le contraire de plus jamais ça. Voilà la triste réalité. Oui, mais voilà. Quand même, aujourd'hui, est-ce que le mandat social n'a pas quand même des incidences sur les populations de votre coin? Je vous dis, alors, c'est très simple. C'est très simple. Alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, il faut commencer par déverrouiller la zone en acceptant, reconnaître la réalité. Vous ne pouvez pas, dans une préfecture des autochtones, des IFE, faire diriger une communauté IFE par tous les services d'une même ethnie colon. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, CB, commissaire, juge, préfet, inspecteur, directeur préfectoral santé, directeur préfectoral, tout ce cabinet. Un pays IFE. Vous faites quelle réconciliation, quel développement social? Non, mais est-ce que votre localité regorge aussi de temps, de cadre pour assumer toutes ces responsabilités en attendant? Ou bien ils sont en formation? Alors c'est de l'injure à ma communauté. Non, ce n'est pas de l'injure. Non, c'est de l'injure. Je vous pose une question. Non, c'est de l'injure à ma répondre, communauté. C'est de l'injure à ma communauté. Alors, et les militants IFE qui sont membres du RPT Uni, quel est leur rôle? Nous ne parlons pas de nous, les opposants, mais ceux qui sont IFE. Si on nomme un IFE d'Atakpame dans l'Est Mono pour un rôle, il est IFE. Comment se fait-il que les IFE seront étrangers dans les bureaux de service de l'État? On leur pose la question, vous dites quoi? Vous dites quoi alors qu'ils sont chez eux? Ce n'est pas de la frustration. Comment voulez-vous, si un Akposso arrive au pouvoir, donc il n'a qu'à faire embrigader les services de l'État, pas tous les Akposso, dans une préfecture donnée? C'est une gouvernance. Si ce n'est pas préparer autre chose. Voilà. Et là, c'est déjà un point suffisant. Mais quand même, c'est que nous savons que ce soit à Moretan. Bon, d'ailleurs, la voie d'accès dans le temps était très impraticable, mais aujourd'hui, tout cela, la voie est réhabilitée. Ça, vous le voyez. Qui vous le dit? Qui vous dit on a construit des ponts. Des choses énormes. D'autres sont encore en cours. Et puis, le FNFI, il y a même le centre de santé de Moretan totalement retapé. Oui, ce sont des réalités tangibles dans le milieu. Je vous dis, c'est faux. Mais... c'est faux. Centre de Moretan, c'est un bâtiment colonial. Oui. Un bâtiment colonial avec peinture. Et c'est la peinture qui fait de ce centre un centre médico-social. Fait la peinture. Et le chef de l'État a pris l'avion ici pour aller atterrir là-bas, contemplant la clôture d'un bâtiment colonial. C'est ça une œuvre sociale. Mais ça a été retouché. C'est ça une œuvre sociale. Ça a été retouché. Non. Vous êtes député du milieu, mais vous-même, vous choisissez de ne pas venir assister du moins. Moi, je ne veux pas assister. Puisque ça quand même bénéficie à toute la population de la localité. Je vous dis comment la peinture d'une clôture va bénéficier à quoi que ce soit. La peinture d'une clôture. Alors, ça bénéficie... Il n'y a même pas de nivaquine d'aspirine dans ce centre jusqu'à ce jour à Moretan. Il n'y a même pas de personnel qualifié. Et ce n'est pas un bâtiment construit. Le pont dont vous parlez, c'est à Lemodji. Lorsque vous quittez Ania Nala Nyamasila, oui. Ça fait partie du programme de la Banque mondiale que tous les projets connexes à la nationale numéro 1 soient réalisés. D'où le marché d'Anier aussi. Et un pont à Lemodji. Et là encore, c'est parce que c'est la zone des colons qu'on a monté ce pont. Alors, et le pont qui relie réellement la préfecture d'Anier à Esoumono, c'est au niveau de Dotekope Badjahe. C'est un pont des Allemands qui s'écroule, mais laissé en l'état jusqu'à ce jour. Pas encore réhabilité, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez prendre la route aujourd'hui pour aller constater. C'est un piège, je peux dire un tombeau ouvert. Alors, je vous dis, dans la zone de Grand Kamina, bientôt, je vais vous amener, vous allez constater. Tout ce que j'ai proposé pour désenclaver cette région, c'est jeter à l'eau parce qu'on ne veut pas que la communauté y fait s'épanouisse. C'est tribalitaire et on ne peut pas accepter ça. Moi, je serai à la place du chef de l'État, j'aurais honte que mon père puisse martyriser une communauté et que je vienne enfoncer le clou. Mais en tout cas, qu'est-ce que le chef de l'État est venu faire? Il martyrise votre peuple en quoi faisant? En quoi faisant? Très bien.
Qui a envoyé Bitenoé dans l'Est Mono? Non, mais ça, c'est un préfet. Et il n'est pas le seul. Il y a des préfets militaires un peu partout dans le pays. Je refuse pas. Nous n'en avons pas besoin là-bas. Un préfet militaire... Mais pour le moment, ce n'est pas vous qui choisissez. Alors voilà, nous sommes en droit aussi de contester ce qui est mauvais pour nous. Alors, et je vais ajouter, le bâtiment que son feu père a construit pour surveiller nos pères qu'il utilisait comme des esclaves dans son champ, c'est ce bâtiment que Ford vient de réhabiliter. Et vous parlez d'œuvre sociale? C'est ça, œuvre sociale? Il réhabilite ce bâtiment-là sur les fonds de la présidence. Est-ce qu'il y a une présidence à l'Est Mono pour servir à quoi? Mais est-ce que le chef de l'État n'est pas en droit d'avoir quand même un immeuble quelque part dans le pays? S'il veut bien, il peut y être hébergé. Oui, oui. Après avoir acheté le terrain, construit sur les fonds propres. Mais je dis budget de l'État. Lorsque au budget de l'État, on met 4... Est-ce que c'était traçable dans le budget de l'État national? Je suis député. Je le sais lire. Budget national, 80 millions pour réhabiliter le local de feu et Adema. Alors, c'est pour l'État ou bien c'est pour la famille Adema et Lavagnon? Alors, il y a des choses suffisamment graves. Ford ne fait absolument rien pour que la situation s'améliore. Alors, hier, le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a inauguré le nouveau siège de l'Assemblée nationale. Nous escomptions vous voir, mais M. Djimoré, on ne vous a pas aperçu. Comment l'expliquez? Vous êtes député. Oui. Oui, très bien. Il a des raisons profondes. Moi, je ne m'associe pas à l'obsession de l'image. Ça ne fait pas partie de ma culture. Obsession de l'image? Oui. Le siège a été construit, oui ou non? Non, j'en viens. Oui, allez-y. Et donc, ça, c'est un principe. Maintenant, ce qui est marrant, les fonds qui ont servi à construire ce siège, ce sont les fonds chinois. Oui. Un don de la Chine. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don. Tu vas rembourser, tes enfants vont rembourser. Ce n'est pas un don. Mais c'est suffisamment grave. Voilà des chefs d'État qui pillent leur pays, incapables de construire le siège de leur institution qu'on appelle Union africaine. Et c'est la Chine qui a réalisé ça en Éthiopie. Voilà un Togo, et puis un pareil bâtiment, alors que les membres du clan, le pillage qu'ils font par semaine, le coût, la somme de pillage en une seule semaine peut réaliser ce bâtiment. Non, mais M. Djimoré... Mais je vous parle en connaissance de cause. Je vous parle en connaissance de cause. Je ne suis pas un naïf de la situation du pays. Alors, mais on pille le pays systématiquement tous les jours. Et maintenant, on demande à la Chine de venir nous construire le bâtiment qui doit héberger l'Assemblée, le Parlement togolais. Ah oui, voilà, vous dites qu'on pille le pays. Voilà. Alors, en tant que député, qu'est-ce que vous y faites? Vous n'y avez rien fait. Oui, ou bien les députés n'ont pas la prérogative de pouvoir interpeller qui de droit et attirer leur attention sur un fait qui constitue un délit. Mais qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce que je ne fais pas? Mais à partir du moment où toutes les institutions sont entre les mains des membres du même clan, il n'y a jamais eu de développement avec une pareille dictature. Pourtant, vous n'avez jamais intenté l'action. Et essayez quand même peut-être d'ester en justice et on verra la suite. Quelle action? Du moins, je vais vous donner des exemples au passage. Affaire de usine Ouassem, des collègues ont interpellé des ministres. Ça a changé quoi? Affaire de Mango, lorsqu'il y a eu bavure. Réhabilitation des aires protégées. Alors, le ministre de la Sécurité, ils ont été interpellés. Au cours de cette interpellation, le ministre Yaka dit les balles, une fois tirées en l'air, ne restent pas là-bas, elles retombent, et c'est en retombant qu'elles ont troué les ventres des jeunes. Devant les députés à l'Assemblée nationale. La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Non, c'est suffisamment grave comme... Mais de toute façon, du moins, c'est la route Lomé-Vaughan, ça a été décrié, les députés ont interpellé par rapport à ça, on le sait bien. Mais ça ne peut changer quoi que ce soit tant qu'il n'y ait pas alternance. Il n'y a pas au sommet de l'État un mouvement digne de ce nom. Allez au Bénin ici, le Bénin n'a pas les ressources dont dispose le Togo. Mais le Bénin est en avance sur le Togo. Visiblement, vous êtes remonté contre le fait que la Chine dote le pays d'un siège du Parlement ou bien la procédure pour avoir ce siège, c'est ça que vous dénoncez?
je dénonce le fait que, Oui. après 50 années, voire plus, de l'exercice de pouvoir politique par un régime qui soit incapable de mobiliser les ressources propres pour construire un bâtiment du Parlement togolais. Je suis contre cela. Et qu'on nous dise que c'est la Chine qui nous offre ce bâtiment, mais vous allez rembourser. Ça, c'est un. Deux, si vous en tenez très bien, s'il faut faire un audit de ce bâtiment, la surfacturation. La surfacturation, et c'est ça qui fait que la dette du Togo augmente. Et dans l'espace UEMOA, le Togo est le seul pays à avoir un taux d'endettement le plus élevé. Surfacturation par rapport au truc que la Chine a piloté de bout en bout. Bien sûr. Non, mais comment ils vont pouvoir le faire? Ah, mais vous oui, voulez oui. que je vous explique non, non. des inconstances de l'État? L'aéroport, la nouvelle aérogare. Vous savez le coût réel et ce qui est dit? Comment vous allez rembourser? Le contournement de la faille d'Aléjo. Comment vous allez rembourser? Qui est bloqué. Qui est bloqué? Doit être refait. Des centaines de milliards. Non. Et pour des gens avertis comme Jimo Oré, on ne peut pas me tenir de pareil langage. Il y a des naïfs, d'accord. Je ne suis pas un naïf. Alors, donc, il y a problème et tous ces problèmes ne trouveront pas solution tant qu'il n'y a pas de transition politique organisée. C'est pour ça que je ne me peine pas de dire, bon, interpellation. Mais il y a eu déclaration Panama, Papers. Qu'est-ce que ça a donné? Affaire Bolloré, des collègues interpellent le gouvernement, ça va donner quoi? Il faut aller à une transition politique pour que les choses normales prennent corps dans notre pays. Voilà, dans ce même contexte, vous le savez que votre mandat va finir le 19 août prochain et la Cour constitutionnelle, avant-hier, a sorti une déclaration pour pouvoir interpeller qui de droit. En tout cas, vous rappelez tout ce qui doit être lié à cela et demander au gouvernement et à la CENI d'accélérer, en tout cas de mettre, de pouvoir procéder à une accélération du processus. Alors, comment avez-vous accueilli dans un premier temps, en tant que député, cette sortie de la Cour constitutionnelle? Non, dans un pays normal, la Cour constitutionnelle est dans son rôle d'attirer l'attention de l'exécutif, du Parlement, et elle est dans son rôle. Voilà. C'est son rôle régalien. Mais nous sommes dans une situation anormale, où cette Cour constitutionnelle elle-même pose problème. Toutes les institutions posent problème. Nous sommes dans une crise profonde. Et les membres de la Cour constitutionnelle, ce sont les cadres du RPT uni. Ils n'ont pas d'injonction à donner. Si c'était des cadres... Oui, c'est des cadres RPT uni. Et c'est l'équipe de verrouillage. Oui, mais quand même, ils ne brandissent pas quand même leur couleur politique. Ils parlent au nom des institutions qu'ils incarnent. Oui, des institutions de la dictature. Ce ne sont pas des institutions démocratiques. Voilà. Et comme il y a problème pour aller à l'étape de la vraie démocratie, une institution pareille doit se réserver et se limiter simplement à informer le gouvernement du délai constitutionnel. Ça s'arrête là. La CENI dont parle la Cour constitutionnelle, c'est quelle CENI? Cette CENI est dans sa configuration normale pour organiser des élections? Toute l'équipe n'est pas encore au complet. Il y a problème. La loi électorale elle-même, est-ce qu'elle sera retouchée ou pas? Il y a problème. Mais si quand même on fixe la date aujourd'hui, puisque la Cour a déjà en juin et le gouvernement l'a CENI. Alors, d'organiser les élections avant fin 2018. Et si on demande aujourd'hui, messieurs, voilà la date, monsieur Jimo Oré va déposer sa candidature, oui ou non? Non, vous savez, nous ne courons pas après les élections. Ah voilà. Ah, écoutez, Christophe Tchao, tout à l'heure, votre collègue du groupe parlementaire UNIR, il disait que c'est un rappel de la Cour constitutionnelle et eux, ils sont prêts si on demande à aller aux élections. Mais c'est normal, non? Qu'est-ce qui est étonnant dans ce discours de Christophe Tchao? Et ils sont là grâce à des fraudes électorales. Et c'est tout. Ils ont les ressources du pays entre les mains, fraude électorale, l'armée, la gendarmerie, la police, la corruption du monde des médias, et pour se maintenir au pouvoir, c'est tout. Mais ça fait honte. Mais toute chose a une limite. Le moment viendra dans ce pays. Vous allez poser la question à ces
Christophe Chaoué et d'autres dans ce pays, qu'ils devaient avoir élection, ils vont fuir. Certains acteurs estiment quand même, vous avez écouté peut-être le communiqué de la coalition, et Maître Isabelle Amegambi tout à l'heure disant que c'est un alibi, pour d'autres c'est un non-événement, cette sortie de la Cour constitutionnelle. Mais vous avez quand même nuancé en disant que la Cour est dans son rôle de faire ce rappel. Oui, la Cour est dans son rôle de faire ce rappel, mais elle n'a pas d'injonction à donner pour nous amener à quelque élection que ce soit. Oui, mais là, au regard de cet impératif de délai légal, que relève ou soulève aussi la Cour, faut-il opérer les réformes avant d'aller aux élections ou bien il faut y aller sans réforme pour éviter le vide? Non, tout ceci, ça n'a pas d'importance. Vous savez, 2005, au décès du feu et Adema, quel rôle la Cour constitutionnelle a-t-elle joué? Quel rôle a-t-elle joué pour faire de l'actuel chef de l'État tout le passage qu'il a eu à faire en demi-journée? Quelle Cour constitutionnelle? Non, soyons sérieux. Nous ne sommes pas dans une situation normale. Nous ne sommes pas dans une situation normale et de pareilles injonctions, ça n'a pas sa raison d'être. Bon, et dire qu'il faut aller aux élections dans le contexte actuel, c'est vouloir juste faire verser du sang. C'est cette option-là. Mais ce qui n'est pas étonnant, c'est la feuille de route établie par les Occidentaux, confiée à la CEDEAO, qui est en train d'être annoncée comme ça. J'entends des naïfs qui espèrent qu'il y a une CEDEAO qui va piloter une feuille de route dans l'intérêt des Togolais. C'est des naïfs. Ah bon? C'est la feuille de route d'emmener forcément le peuple togolais à des élections chaotiques encore pour le règne d'Enyasingbe. C'est ça. Mais la CEDEAO n'a pas encore dévoilé ses recommandations. Mais vous, déjà, vous subodorez comme si vous êtes dans le secret des dieux. La CEDEAO n'a jamais élaboré une feuille de route et n'en élaborera jamais. Élaborer une feuille de route, la CEDEAO par elle-même. Ce serait des recommandations? Non! C'est ce que les Occidentaux préparent, que la CEDEAO doit exécuter. Alors qu'en l'état actuel, les Occidentaux n'ont pas lâché le régime de Gnassingbé. Qu'est-ce que vous faites dire ça? Vous avez entendu la déclaration de l'ambassadeur de l'Allemagne? Oui. Ce n'est pas anodin. Oh, l'Allemagne, c'est un gros poids dans l'Union européenne. Le poids lourd. C'est l'entente des Occidentaux. Ils ne sont pas encore prêts de lâcher le régime qu'ils ont créé et mis en place et soutenu jusqu'à ce jour. Ça, c'est une réalité. La CEDEAO, c'est quoi? La CEDEAO, c'est quoi? Lorsque les Burkinabés ont essayé de renverser Blaise Compaoré et ça gênait les Occidentaux, la feuille de route a été élaborée lorsque Diendéré a tenté le coup, confié au président en exercice de la CEDEAO, Macky Sall, et le président béninois des pays démocratiques d'aller faire avaler la remise en d'État de Diendéré. Vous croyez que c'est élaboré par la CEDEAO? Les Burkinabés ont rejeté, ils ont refusé. Vous croyez que c'est élaboré par la CEDEAO? Non, c'est des injonctions des Occidentaux. Pour déloger Yaya Jammeh, ce n'est pas la CEDEAO qui a délogé Yaya Jammeh, c'est les Occidentaux qui l'ont délogé. Non, mais quand même, c'est le géant de la région ouest africaine, le Nigeria, qui a mobilisé toute une armada quand même en mer et partout. C'est faux. Ils agissent sur instruction extérieure. Et donc, par rapport au Togo, si vous croyez que la CEDEAO viendra nous proposer une feuille de route qui nous arrangerait, c'est faux. La solution à notre crise doit être interne et non externe. Et vous parlez toujours de transition? Oui. Une vraie transition, pas de parodie. On marque la pause, messieurs, dames, nous revenons tout de suite. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc au studio avec notre invité, le député Djimon Oré, qui est également le président du Front des Patriotes pour la démocratie. Alors, monsieur Djimon Oré, tout à l'heure, nous parlions bien évidemment de ce qui se passe avec la Cour constitutionnelle qui a proposé qu'on aille aux élections. Et vous disiez tout à l'heure que vous ne vous pressez pas pour aller aux élections. Mais aujourd'hui, la crise, entre-temps, vous l'avez aussi soulevé, elle est profonde. Mais la CEDEAO aujourd'hui est au chevet du Togo. Croyez-vous quand même que cette institution pourra nous aider à sortir de l'auberge? Ma réponse, c'est non.
la CEDEAO ne peut pas aider le Togo à sortir de l'auberge. Croire à ce que la CEDEAO va aider le peuple togolais, c'est se tromper lourdement. C'est se tromper lourdement. Mais le Togo n'est pas un pays singulier. Et vivre en autarcie aujourd'hui, ce n'est pas possible. Bon, en 2005, lorsque Feu Eyadema est décédé, et les officiers supérieurs ont placé Faure Gnassingbé à travers un coup de force. Quelle a été la position de la CEDEAO et surtout du président en exercice de l'Union africaine à l'époque, Obasanjo? Et le président Tandja en exercice de la CEDEAO? Position tranchée dès le départ. Mais quelques heures, quelques jours après, ils ont validé et accompagné le processus qui a massacré des Togolais. Après le massacre des Togolais, qu'est-ce que ça a donné au niveau de la sous-région, sur le plan Union africaine? Le seul homme à l'époque, la seule personnalité, l'ancien président malien, Alpha Oumar Konaré, qui était président en exercice de l'Union africaine, c'était lui qui voulait réellement aider le peuple togolais, mais ils lui ont fait barrage. Ils lui ont fait barrage. Aujourd'hui, par rapport au Togo, quel chef d'État de la sous-région voudrait bien aider le peuple togolais pour se mettre à dos les Occidentaux? Pour qu'on ne lui crée pas de problème dans son pays. Pourquoi établissez-vous toujours un rapport entre la CEDEAO et les Occidentaux? Nous sommes des pays souverains, des États souverains. Et le président français, Emmanuel Macron, l'a encore dit à un compatriote au Canada la dernière fois. Il dit cela aux naïfs. J'ai fait les relations internationales comme étude dans mon cursus d'historien. Les relations internationales sont ce qu'elles sont. Au jour d'aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas, la France dirige encore par procuration le Togo. Par procuration. Par procuration. Et donc, tous les chefs d'État français, que ce soit, qui se succèdent, personne parmi eux ne mettra fin à la France-Afrique, véritablement. Alors, donc, les pays, les Occidentaux, les États-Unis et la France, c'est des impérialistes qui ont besoin qu'il n'y ait pas de démocratie vraie en Afrique. Et s'il y a de démocratie vraie en Afrique, leurs réseaux, leurs multinationales ne pourront pas faire les affaires qu'elles font. Et donc, ce sont ces puissances qui tapent du poing sur la table aux chefs d'État. Alors, donc, pour la CEDEAO, je vous ai donné cet exemple. Croyez-vous qu'un chef d'État, un président de la République sénégalaise et celui du Bénin puisse aller demander au Burkinabé d'accepter le coup de force, coup d'État militaire des élus démocratiques? Vous comprenez? Ce n'est pas de leur volonté. C'est l'Occident qui a tapé du poing sur la table. Ils doivent courir. Et par rapport au Togo, c'est pareil. Et je vois aucun chef d'État de la sous-région se mettre à dos la communauté des Occidentaux pour aider le peuple togolais. Je ne crois pas. Ah bon? Je ne crois pas. Il faut être naïf pour le croire. Donc je dis, mais quand même, on ne doit pas mettre la charrue avant le bœuf, mais on doit attendre, voir les recommandations de la CEDEAO avant de l'apprécier. C'est toujours ça, c'est toujours ça. C'est là où le Togolais n'a jamais anticipé sur des choses réelles. Le Togolais n'a jamais anticipé sur les choses réelles. Et on est là encore. Oui, mais si tel est le cas, alors là, tel que Maître Agboibo proposait, je crois, dans un courrier adressé à la C14, qu'il faut quand même que les Togolais discutent entre eux avant d'aller avec les points de désaccord au niveau des facilitateurs. Donc, cette manière, on doit procéder. En fait, nous parlons d'assises nationales. Oui. Il faut une assise nationale. C'est l'assise nationale qui va tout planifier par rapport à... Donc un dialogue inclusif. Oui, ce n'est pas... ce qu'ils sont en train de faire là, c'est ce qu'on appelle des contorsions politiciennes. Voilà. Ce qui veut dire? C'est des contorsions politiciennes pour bien asseoir Faure Gnassingbé. Donc la coalition et le parti au pouvoir, le dialogue qui se déroule maintenant, c'est des contorsions politiciennes. Politiciennes, et je pèse pour bien asseoir. Pour bien asseoir
consciemment ou inconsciemment fort Nyasingbe. Voilà, pour des décennies, pour que ces demi-frères se préparent, pour que leurs enfants se préparent. Et donc, la solution doit être interne. Interne. Les différentes élites de notre pays font quoi? Font quoi? Et on est là à dire, CEDEAO, l'Union africaine, les élites font quoi? Nous sommes tous devenus ignorants ou bien imbéciles dans ce pays? Oui, mais quand 3 avocats avaient fait une panoplie de propositions récemment. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit des actions des forces vives du pays. Rapidement, hein. Vous savez, l'élite militaire soutient le régime, c'est le soubassement même du régime, d'accord. Maintenant, l'élite politique, elle est séparée en deux. L'élite politique au pouvoir et l'élite politique de l'opposition. L'élite politique de l'opposition doit être plus sérieuse que ce que nous observons aujourd'hui. 1. 2. L'élite religieuse, elle fait quoi? Tous ces pasteurs, ces révérends, ces monseigneurs, ces prêtres, ces apôtres, les prophètes, ils font quoi? Les imams. Alors que le pays est en train d'évoluer vers le chaos. Les chefs spirituels, ils font quoi? Oui, mais la conférence des évêques a donné le ton de... Non, j'ai dit, ce n'est pas à faire des déclarations. Ce n'est plus à faire des déclarations. L'élite religieuse fait quoi? L'église va-t-elle marcher, manifester? Ce qu'elle doit faire, elle le sait. Ce n'est pas sur les antennes. L'élite religieuse fait quoi? L'élite intellectuelle fait quoi? Dans le lot de l'élite intellectuelle, on a le monde universitaire. On a le monde des médias. Vous-même. On a ce qu'on appelle l'ordre des avocats. L'ordre des... Qu'est-ce qu'on fait? Et on est là à dire la CEDEAO, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Union africaine. Et le régime va nous conduire au chaos total. Alors si ces différentes élites jouent leur partition réelle, le régime sera contraint d'accepter une assise nationale pour régler les problèmes entre nous. Et puis c'est fini. Le Togo sera bien situé sur les rangs, ou bien dans les rangs des pays véritablement démocratiques du continent africain. Donc une assise nationale en lieu place du dialogue qui se déroule maintenant. Et vous, la démarche ou les tractations de la CEDEAO ne vous inspirent pas confiance? Pas du tout. C'est pour nous amener à des élections de fraude pour asseoir et continuer à faire régner le régime de Nyasingbe. Monsieur Djimon Oré, vous êtes député à l'Assemblée nationale et une bombe à retardement dans le pays, c'est le problème foncier. Et il y a quelques jours, vous vous étiez retrouvé, après beaucoup, en tout cas moult réflexions, vous étiez parvenu à adopter le code foncier. Mais, chose curieuse, je dis bien, chose curieuse, vous étiez le seul député à n'avoir pas voté le code foncier la dernière fois. Mais, Président, qu'est-ce qui se passe au juste? Oui, très bien. Merci beaucoup pour cette interrogation. Je n'ai pas voté, j'ai voté contre. Oui. J'ai voté contre ce test parce que, tout simplement, je ne voudrais pas cautionner la mise en place. Écoutez-moi très bien, je ne voudrais pas cautionner la mise en place d'une posture qui légalise une fabrique de génocide. Je ne voudrais pas cautionner la mise en place d'une posture qui légalise une fabrique de génocide. Nous sommes dans le foncier. Nous sommes dans le foncier. Et vous parlez de fabrique de génocide? Fabrique de génocide. Et je voudrais, vous savez, vous pouvez être minoritaire, mais ayez le courage de poser des actes parce que l'histoire les retiendra. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Ce test n'a rien à voir avec le règlement des solutions liées au foncier dans notre pays. Ça peut être, si c'est un test pour l'urbain, c'est-à-dire dossier foncier dans le monde urbain, à peu près oui. Mais dire foncier à l'échelle nationale, j'étais au sein de la commission spéciale. J'ai posé des questions. J'ai soulevé des préoccupations au commissaire du gouvernement. Il a reconnu que ces préoccupations ne peuvent pas être réglées dans le cadre de ce test-là. Alors, pourquoi vous l'amenez? Comme quoi? Je dis, vous parlez des chefs pour le bornage, alors que vous avez semé du bordel au sein de la chefferie traditionnelle. Quels chefs? Combien de chefs sont-ils légitimes aujourd'hui
pour faire le bornage au nom de leur communauté. Ça, c'est un. Deux, il y a des colons dans leur milieu d'accueil. Ils n'ont pas acheté de terre où ils travaillent. Ce n'est pas une donation, mais ils se permettent de vendre aujourd'hui cette terre. Et bien protégés par le système de l'État. Oui, mais ils exploitaient quand même ces parcelles sur lesquelles ils se trouvent. Bon, ce que vous appelez colons, je ne sais pas à qui vous faites allusion, mais quand même, ils exploitaient ces espaces. Les colons, c'est les allogènes. D'accord. Et un député, ce n'est pas moi, un député a posé une question. Sur la route de Atakpamé, sur la route d'Atakpamé à Nié, il y a un village qui s'appelle Jérémouin. Oui, Jérémouin. Et les allogènes se lèvent pour dire qu'ils deviennent autochtones et que la terre, sur un rayon de 9 km, leur appartient. Parce qu'ils ont Kouloum derrière. Le député a soulevé le problème. Sur quelle base les allogènes, c'est-à-dire les Kabiais, en milieu Jérémouin, déclarent un rayon de 9 km leur appartenant? Et c'est même pas un génocide. Et là, les autochtones... Les autochtones doivent... Ils se sont entendus? Non. Ils ne se sont pas entendus avec les allogènes? Comment voulez-vous que les autochtones disent, vous allogènes, vous prenez nos terrains à base de 9 km de rayon? Non. Peut-être? Non. Les aïeuls auraient cédé quand même. Non, il ne faut pas raconter des choses comme cela. C'est pas bien. Alors, c'est la préparation du génocide. Il y a de cela 3 semaines. 3 semaines seulement, dans un village de Grand Kamina. Les autochtones étaient en train de travailler sur leur propre terre. Les allogènes sont allés amener la gendarmerie, leur arracher les roues, les séquestrer. Sur instruction d'Ibétenoué. Le juge est de même côté. Le CBR de même côté. Mais alors, c'est le génocide. On veut massacrer les populations autochtones qui possèdent des terres utiles. Oui, mais quand même, le code foncier voudra bien sûr régler ces problèmes. Mais c'est vrai, le code est voté. Mais il y aura quand même des tests pour accompagner tout cela afin que les problèmes soient résolus. Pour soulever ces problèmes, le commissaire du gouvernement a reconnu que c'est des problèmes politiques d'envergure qui ne peuvent pas être réglés par ce test. Et voulez-vous que je... En présence d'autres députés? Nous étions en commission, plus spéciale. de 60 députés. Moi, je ne vais pas donner par laquelle le régime va détruire ma communauté. Je ne peux pas aller dire à cette communauté que vous êtes victime de l'usurpation de vos terres. Et j'ai voté une loi qui permet à ceux-là de légaliser des pratiques anormales. Mais visiblement, M. Djimoré, vous faites tout pour rien que protéger votre communauté au Parlement. C'est mon devoir. Mais vous n'avez pas un mandat impératif? C'est mon devoir. Oui. Sinon, ce serait de l'irresponsabilité. Je laisse cette responsabilité à qui? Alors, lorsqu'il y avait les premiers cadres africains au Parlement français, s'ils ne jouaient pas à fond leur rôle, ça serait de l'irresponsabilité. Les pays africains n'auraient pas l'indépendance. Voilà. Devant l'histoire, je m'assume. 22 21 80 99 92 02 80 63. Vous êtes en ligne avec nous. Allô? Bonjour, cher ami. Bonjour, M. Jachin. Bonjour, Coco. Allô? Allô? Oui, voilà, maintenant parlez. Salut, député. Super, M. Jachin. Oui? Permettez-moi de faire une petite remarque. Le député venait de dire tout de suite que la CEDEAO ne peut rien pour le Togo. Mais chaque temps, lorsqu'on l'attend, c'est comme si nous n'avons pas des gens responsables dans notre pays. Que ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour faire pérenniser M. Fognacigbo au pouvoir. Je me rappelle en 2010, au sorti des élections de 2010, quand M. Djimoré était à l'UFC, lorsqu'on a proclamé les résultats frauduleux, on a même envoyé des corps habillés aller saisir leur machine de compilation du résultat. Ils ont reconnu que l'élection était transparente et que M. Faure a gagné. Et lorsque M. Djimoré était ministre de la Communication, vous-même en tant que journaliste, vous avez en mémoire tout ce qu'il a dit en ce temps-là. Il va fermer certaines radios même. Il a dit ça sur les médias. Aujourd'hui, M. Djimoré nous dit que la CEDEAO ne peut pas faire quoi. Nous sommes un pays souverain et nous sommes dans une communauté. Si la communauté prend en main aujourd'hui notre dossier, nous avons
l'impérieux devoir de prier que ce que la communauté va dire pour notre pays. Voilà, et maintenant, la question, oui. Même si on nous dit de ne pas croire à tout ça, on va croire à qui maintenant? Voilà, merci beaucoup pour la question. On va croire à qui maintenant? C'est bien noté pour vous, s'il vous plaît. Alors, nous allons prendre le deuxième intervenant. Allô? 22 21 80 99 92 02 80 63. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Je salue le C'est monsieur? C'est monsieur? C'est monsieur Dalmeda. D'accord, nous écoutons. Je salue mon président. Oui, je voudrais dire, bon, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'il croit toujours que la transition vaut mieux la CEDEAO? Si la transition vaut mieux que l'intervention de la CEDEAO. Merci, bien noté. Nous allons prendre le dernier intervenant, Ali. Bonjour. Bonjour, monsieur Jossin. Oui. Bonjour, l'invité. Je vous ai pris un cours de route. Je voudrais savoir, je sais pas, il a déjà parlé de ça. Bon, en temps, j'étais accusé de certaines choses là. Qu'on appelle trafic d'influence sur certains commerçants. Qu'en est-il? Je n'ai plus entendu parler de ça là. Trafic d'influence sur certains présidents? Non, sur qu'on appelle sur certains commerçants. Dans sa zone. Ah, sur certains commerçants? Oui. Et nous n'avons pas évoqué ce sujet ici ce matin, mais bon. Sinon, je n'ai pas très bien compris la question en réalité. Les journaux en ont parlé. Il y a eu trafic d'influence sur certains qu'il a voulu financer, il a trompé, qu'il va le financer. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Ok, voilà. C'est ma dernière question, mais vous l'avez aussi soulevée. Alors, monsieur Djimon-Oré, oui. Si vous dites que la CEDEAO ne pourra rien faire, elle ne pourra pas aider le pays à sortir de l'ornière, alors, qui devons-nous croire alors? Bon, oui, rapidement, merci beaucoup. Et les gens parlent de ce qu'ils ne savent pas. Voilà. UFC à la présidentielle de 2010, j'étais un des acteurs clés. Donc, ceux qui leur demandent de poser des questions comme ça, eux-mêmes n'ont qu'à venir, on va débattre. Voilà, qui ne se cachent pas. Qui ne se cachent pas. Voilà, on se connaît très bien. S'agissant de l'UFC par rapport aux crises, là, donc je ferme cette page, je trouve ceux-là lâches de mandater ceux qui ne peuvent pas savoir des choses pour venir dire des choses qui ne tiennent pas. Bon, alors, je dis très bien. Pourquoi certains pensent que il faut étouffer les esprits éclairés pour accepter des postures, les yeux bandés? Lorsque nous étions en train de parler de transition en 2014 ici, on nous traitait de vendeurs d'illusions, de tout cela, que la présidentielle 2015, c'était l'objet pour créer la tenance. Et après, on dit que c'est les réformes pour créer la tenance. Et puis après, et nous maintenons notre position. Aujourd'hui, alors que les gens cessent de vouloir faire la politique d'autruche, tout le monde ne peut pas accepter, les yeux bandés, cautionner ce qui ne va pas arranger le pays. Voilà. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde parle de transition. Voilà. Donc, Paris gagné pour vous? Non, ce n'est pas en ce sens. Transition, mais comment? Comment? Il s'agit d'une vraie transition. Mais transition, est-ce qu'il y a une crise ouverte et vous parlez de transition? Bon, je ne reviens plus là-dessus parce qu'on en a parlé longuement ici. Est-ce que la transition vaut mieux que les tractations ou bien les démarches entreprises par la CEDEAO afin de sauver le pays? Ok, l'avenir nous donnera raison. Dans un proche, dans un laps de temps, vous verrez très bien que ce que nous disons là, tout ça là, c'est pour amener le peuple togolais à des fraudes électorales. Et puis au finish, c'est fini. Le UNI va sortir avec majorité à l'Assemblée nationale. Absolument. S'il y a les locales, majorité, fort sera reproclamé en 2020 et CEDEAO a joué pleinement son rôle. Voilà. Cela me fait sourire. Monsieur Djimon-Oré, on vous reproche d'avoir escroqué des femmes. Oui, on vous reproche d'avoir escroqué des femmes à hauteur de plusieurs dizaines de millions. Qu'est-ce que vous répondez? Pourquoi, en tant que député, vous avez escroqué des femmes? Oui.
Non, vous savez, c'est ce que je dis. Je ne vais pas m'attarder sur les écrits malveillants de quelques-uns de vos confrères corrompus. Parce que je l'ai dit, il ne faut pas, avant d'écrire, de dire des choses, il faut se poser 3 questions. Ce que je dis là, est-ce que c'est vrai? 1. 2. Est-ce que c'est bon? 3. Est-ce que c'est utile? Mais ce n'est pas parce qu'on veut détruire une tête qu'on n'arrive pas à affronter politiquement qu'on monte et on fait un montage grossier contre lui. J'ai fait une déclaration claire à Delta Santé et j'ai situé les responsabilités. Par rapport à cette affaire? Par rapport à cette affaire, je suis clair là-dessus. Mais il y a eu plusieurs décharges. Oui, j'ai parrainé un partenariat en tant qu'élu. J'ai été sollicité par les 2 parties de parrainer. C'est ce que je dis ici. Moi, je joue à fond mon rôle de porte-parole. Je n'ai pas encore tort à ce niveau d'avoir parrainé un partenariat. Donc, ce n'est pas vous qui avez encaissé et mis dans votre propre compte ces montants colossaux? Ce n'est même pas colossal. Si Jimo Oré devait encaisser des montants, ce n'est pas ça. 60 millions, c'est pas beaucoup. Ça. Moi, j'ai vu des milliards à charcuter. J'ai dit non. Et vous me parlez de dizaines de millions? Des milliards, 20 milliards, 2 milliards, 3 milliards. Et je sais comment ça a été charcuté. On m'a sollicité, j'ai dit non. Et on parle des femmes que le régime a envoyées dans l'Est Mono. Nous sommes à la fin de l'émission, visiblement remonté, mais merci M. Jimo Oré d'être venu chez nous ce matin. Merci à vous de même. Voilà, c'est fini, messieurs et dames. Bonne fête de Ramadan chez vous tous qui êtes les musulmans. Mais n'oubliez pas, Jacob Ahama va vous retrouver tout de suite sous le coup de 8h30.